Voilà, on va donc ce matin parler de ce que la Cité de l'Architecture a appelé un peu curieusement les acquis de la Révolution portugaise de 1974. Nous verrons s'il existe vraiment des acquis et s'il en subsiste. Cet événement, cette révolution dite révolution des œillères, Revolução dos Cravos, a constitué un moment historique tout à fait important pour nos générations, au Portugal mais aussi ailleurs, développé, je le dis pour ceux qui ne connaissent mal l'histoire du Portugal, à partir d'un coup d'État militaire survenu le 25 avril 1974. Un coup d'État de nature progressiste et démocratique, intervenu dans cette ambiance extrêmement difficile des guerres coloniales dans lesquelles s'était enlisé le fascisme portugais au Cap-Vert, au Mozambique, en Angola, en Guinée-Bissau. À cette époque, Salazar était mort depuis 4 ans, et l'État était tenu par un certain Marcelo Caetano. La révolution des œillets inaugurait une période extrêmement agitée qui s'est achevée 19 mois plus tard, après une tentative de soulèvement d'un groupe de parachutistes le 25 novembre 1975. Groupe de parachutistes emmené par un garçon qui s'appelait Oteo de Carvalho. Et surtout après les élections du 25 avril 1976, donc exactement 2 ans après le coup d'État, au terme desquels le socialiste Mario Soares était devenu chef du gouvernement. C'est donc une période dont nous avons parlé qui est une période d'exactement 2 ans. Dans ce cadre avait été créé le SAL, ce qui veut dire Servicio Ambulatorio de Apoio Local, c'est service mobile, service ambulant, selon les mots portugais, de soutien local, qui avait été chargé de mener une politique de lutte contre le mal-logement, contre les taudis, contre les bidonvilles et les difficultés urbaines qui étaient très considérables dans les diverses villes du pays. Le service avait été créé par un architecte et critique, Nuno Portas, qui est ici au premier rang, qui est né en 1933, qui avait été nommé secrétaire d'État au logement et à l'urbanisme au sein du gouvernement du général Vasco Gonçalves, c'est-à-dire pendant les 8 mois des 2e et 3e gouvernements provisoires. Ça a duré, c'est des gouvernements qui se succédaient assez vite. C'est-à-dire entre le 18 juillet 1974 et le 26 mars 1975. Il a mis en place partout au Portugal, on va nous en parler, des équipes d'architectes qu'on appelait brigades, qui étaient chargées de conduire des opérations de logement en dialogue avec les réseaux locaux. C'est pour ça que ça sert d'appui local. Cette politique a duré 26 mois, jusqu'en octobre 1976, donc avec un certain décalage par rapport aux événements politiques, un semestre donc après la période révolutionnaire, et suscité, dit-on, quelques 170 projets impliquant plus de 40 000 familles. Je vais vous présenter nos invités, mais pour que ce ne soit pas trop long, je les présenterai au fur et à mesure de leurs interventions. Ce sera, je pense, plus rapide. Et puis ensuite, le débat va être structuré en 2 moments. D'abord, un moment de présentation générale de cette période par 2 intervenants, avec quelques diapositives et de leurs enjeux, puis des débats, et puis un deuxième moment qui sera centré autour du travail de Álvaro Siza, qui nous présentera notamment avec cette opération que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui se trouve à La Haye, aux Pays-Bas. Je vais d'abord je vais présenter celui qui n'interviendra pas au micro, puisqu'il faut bien le présenter un moment, c'est Laurent Baudouin, qui est notre témoin français en quelque sorte, qui est né en 1955, qui est un des très bons architectes de ce pays, plutôt spécialisé dans les choses culturelles, les musées. Il a réalisé, je crois, 5 musées, les équipements culturels et universitaires, des bibliothèques notamment. Il est établi à Nancy, il enseigne à Belleville, dans ce qu'on appelait autrefois le groupe UNO, c'est-à-dire qu'il est dans cette culture qui est un peu marquée, très marquée par l'enseignement ou la tradition corbuséenne, en même temps que lui-même est très marqué par l'enseignement d'Álvaro Siza, qu'il a connu il y a très très longtemps. Enseignement d'Álvaro Siza qui était sensible dans sa première réalisation, que ma génération a beaucoup apprécié, c'était il y a longtemps, en 1980, qui était un petit immeuble d'angle à Nancy, dit immeuble des Tiercelins. Il a beaucoup fréquenté Álvaro Siza, notamment avec Christine Rousselot, publiant un entretien pour AMC en 1978, pilotant ensuite 2 numéros de l'architecture d'aujourd'hui, un en 1980 avec Marc Emery et Christine Rousselot, un en 91 avec moi-même, et un article de Christian de Villers et un autre de Pierre-Louis Falozzi qui s'appelait « Retour à Évora ». Et il a fait paraître en 2008 au Moniteur un livre d'entretien qu'il a conduit avec Dominique Machabert, qu'on entendra cet après-midi. Avant ses propres numéros, l'architecture d'aujourd'hui, comme il a été dit à l'instant par Nuno Grange, avait consacré un numéro au Portugal en mai-juin 1976, donc en plein dans les événements, qui avait été piloté par Bernard Wetz, un numéro que je vous invite à acheter et à lire si vous êtes amateur de vieilles revues. On y trouvait un très gros dossier sur l'histoire de l'architecture locale à l'époque du fascisme, des articles de Carlos Duarte, Manuel Vicente et Gonçalo Birne, et on découvrait sur 16 pages, et pour la première fois, je crois, pour la première fois dans les revues françaises, je crois, le travail de Siza.
introduit par Grégotti et par Boïgas, et quelques 25 pages de Brigitte David sur les salles. C'est un numéro tout à fait intéressant à relire aujourd'hui. Premier intervenant avec des diapositives, Alexandre Alves Costa. Alexandre, vous avez parlé du micro, hein? Alors, Alexandre est né à Porto en 1939, diplômé de l'école d'architecture de cette ville en 1966. Il a travaillé avec Nuno Portas, qui sera donc le secrétaire d'État au logement durant la Révolution. Il était membre du Parti communiste dans les années 60, membre du secrétaire national des étudiants en 62, donc c'est un homme qui était très engagé dans la politique et l'opposition, à tel point qu'il a été arrêté 3 fois par la célèbre PIDE, la police politique du régime de Salazar. Après la Révolution, il a été membre de la commission de coordination des salles Norte, responsable du secteur planification et appui au projet. Il a participé en 1976 à un film rétrospectif d'époque très intéressant qui s'appelle Direito à Habitação. C'est une reprise peut-être directe, je ne sais pas, probablement, du célèbre livre qui avait très grand succès à l'époque d'Henri Lefebvre, Droit au logement, qui est un film de la radio-télévision portugaise consacré à ses expériences. Il est architecte, il est professeur. Et une exposition a été consacrée à Coimbra, il y a 5 ans, en son honneur, Alexandre Alves Costa, qui était dédié à Tavora. Et il est aussi l'auteur du catalogue CISA du Centre Pompidou, d'une exposition qui s'est tenue il y a peut-être environ 25 ans. Alexandre. Bonjour. Je remercie beaucoup la possibilité d'être ici avec vous. Je vous demande pardon de mon français. Peut-être parce que maintenant on ne parle pas français. Et je vais parler un peu je vais essayer de faire une introduction aux salles que nous avons travaillé tous aux salles les années de la Révolution et je vais faire une introduction pour expliquer un peu comment ça s'est passé dans ces années. J'ai divisé ma intervention en divers points, je vais parler beaucoup de temps. Le premier point, ça c'est une photo de Porto. Le premier point, le 25 avril. Avant la révolution du 25 avril 1974, qui permit de rétablir la démocratie au Portugal, la politique des bas salaires et de la minimisation de l'investissement dans les secteurs sociaux maintenait le Portugal bon dernier des indicateurs de politique d'habitation. Une fois mises en place les conditions externes obligeant la politique portugaise à suivre la voie de l'industrialisation, le déséquilibre déjà existant entre les besoins croissants et l'offre de logements s'accentuait. Le secteur privé contrôlait la gestion. Les travailleurs exclus de ce circuit furent obligés d'accepter des solutions extrêmement précaires, sous-location, bidonville ou logement clandestin, logement spéculatif ou encore en autoconstruction. Avec la suppression des moyens de répression lors du coup d'État militaire du 25 avril, l'explosion fut immédiate. Un mouvement ample et impatient revendiquant la construction de nouveaux logements pour les classes aux revenus modestes, vit le jour. Les associations de voisins et les programmes de revendication apparurent de toutes parts. Le SAL, service de soutien ambulatoire local, fut l'un des acteurs les plus significatifs dans les conflits qui finalement ont permis de stabiliser le nouveau pouvoir démocratique, un pouvoir qui mettra lui-même fin à ce service. 2. Le droit au lieu. Le 6 août 1974, le décret qui donnait vie aux salles fut publié. Ce service visait à soutenir, par le biais des mairies,
les initiatives de la population mal logée afin que celle-ci collabore à la transformation des quartiers eux-mêmes. Le service fut défini comme un corps technique spécialisé dont le but était d'agir par le biais des mairies et à leur demande. Cette désignation englobait non seulement le corps technique, mais aussi d'éventuelles équipes multidisciplinaires recrutées spécialement. Ces équipes étaient appelées les brigades techniques. Dans la mesure où les mairies constituaient les interlocuteurs directs de la population, et dans la mesure où le contrôle urbanistique de la localisation de l'attribution des sols leur revenait, il incombait aux salles de sélectionner les cas, d'évaluer la viabilité urbanistique, de réaliser le tracé et le découpage urbanistique, d'élaborer les projets de demeure et d'infrastructure et d'assister au lancement et l'expertise des entreprises de construction et la gestion sociale des associations de voisins. Le programme SAL, celui de la zone nord en particulier, c'est celui que je connais mieux, connut une clarification constante résultant d'une longue lutte et réflexion collective des habitants et des techniciens. Les habitants profitant des aspects positifs du décret qui garantissait leur domiciliation sur les terrains urbains ainsi qu'une certaine autonomie de décision, commencèrent à refuser presque unanimement l'autoconstruction. On cherchait à mettre en place une méthode qui considérerait la participation des futurs usagers comme un élément fondamental. On étudiait aussi la possibilité d'appliquer un processus doté de normes méthodologiques à des situations différentes en termes de localisation sur le territoire. La délimitation des zones d'intervention, appelée unité opérationnelle, constitua un des problèmes les plus délicats. Elle devait constituer une zone marquée par une certaine unité architectonique et urbanistique, coïncidant avec la zone d'influence de la commission des voisins, c'est-à-dire avec d'autres identités de nature sociologique ou même politique. Elle devrait, à partir de ces limites strictes et rigoureuses, permettre de résoudre tous les problèmes de logement. Ainsi, en dehors de la construction éventuellement récupérable, une réserve de terrain disponible pour de nouvelles constructions était prévue. L'intervention projectuelle devait ainsi consolider ou réinventer un lieu pratiqué, qui, comme les lieux anciens, répertoriés ou classés, pourrait être promu au titre de lieu de mémoire. Cette délimitation de frontières, délicate et rigoureuse, qui permet de donner une unité formelle à chaque opération et garantit un contrôle effectif de la part des habitants, accentua son caractère ponctuel par rapport à la totalité de la ville et correspondit à la compréhension de ce que serait le tissu des consensus locaux et particuliers que la ville devait reformer. La participation des voisins se révéla être essentielle et souhaitable, non seulement en ce qui concerne la définition du lieu, mais aussi pour l'ensemble des questions programmatiques qui pouvaient aller du débat concernant les typologies, les systèmes constructifs ou les matériaux appropriés, la gestion des futurs agglomérés, au processus de financement. La disponibilité des architectes fut totale pour établir les règles programmatiques sans jamais abdiquer de leurs compétences disciplinaires exclusives. Le droit à la ville. Les difficultés avec les mairies
commencèrent à s'accumuler à cause de l'incompréhension technique, de l'animosité et du sabotage politique de la part d'un fonctionnalisme municipal et au nom de la rationalité et de la neutralité urbanistique. Cette situation, face à la capacité de mobilisation manifeste et face à l'organisation des associations de voisins, permit aux salles d'assumer dans la pratique la totale responsabilité de la direction de l'évaluation des travaux des brigades. En tant qu'appareil d'État, le SAL bénéficia d'un affaiblissement global de l'État et obtint une grande autonomie dans la définition de sa propre compétence et méthodologie. La réorganisation de l'État dit de droit mit en évidence les contradictions à l'intérieur d'un appareil dans lequel le SAL était encore étranger, qui devait être écarté ou intégré. Les attaques à la bombe dont furent les cibles, ça c'est ma voiture, était ma voiture. Les attaques à la bombe dont furent les cibles les services et les véhicules des fonctionnaires responsables constituèrent un avertissement dramatique de l'impossibilité de concilier les deux parties. Les demandes d'intervention s'étaient cependant multipliées sur le territoire. Les associations de voisins commencèrent alors à s'intéresser à des questions qui n'étaient pas exclusivement de l'ordre du logement ou devaient élargir son intervention au secteur de l'équipement social et culturel, ainsi qu'à celui des infrastructures. Les zones d'influence de chaque association commencèrent à se chevaucher. La nécessité de trouver des accords sur des problèmes qui dépassaient le domaine restreint d'une seule association fut prétexte à l'élaboration de programmes plus généraux et à l'élaboration de zones géographiques comprenant plusieurs associations. L'articulation des interventions allant du quartier à la zone et de la zone à la ville s'accompagnait d'une complexité croissante de l'organisation des voisins. La mise en compte dans tout viendra progressivement des actes locaux et cette pratique se transformera plus tard en méthode puis en théorie, dans la mesure où il fallait tenir compte de systèmes plus vastes comprenant des problèmes communs d'articulation. La planification existante apparaissait alors clairement comme une barrière. À Porto, les opérations d'intervention eurent lieu dans la ville, dans des espaces ouverts, près des anciens quartiers ouvriers, fréquentés par des populations urbanisées depuis longtemps. Ces interventions, bien que ponctuelles et fragmentées, visaient implicitement un modèle radical de la ville et de la planification urbaine, une ville où les pauvres ont aussi le droit de vivre dans le centre-ville. À travers le SAL, c'est la rénovation d'un ordre spatial et social préexistant qui est suggérée et dans lequel est placée une valeur positive. Dans son intervention à São Vítor, Siza a démontré qu'il était possible de superposer au fragment d'une évolution urbaine pleine de contradictions un tissu qui, sans obscurcir ces dernières, garantissait non seulement l'unité souhaitée pour l'ensemble, comme la clarté typologique de nouvelles interventions ponctuelles. Cette matrice devrait être élaborée dans un dialogue créatif avec le contexte pris comme tel, et non à partir de solutions universelles ou d'interventions subjectives. Le rêve impossible.
En 68, on exigeait l'impossible. Soyez réalistes, demandez l'impossible. En 74, on a cru que le peuple, en participant activement au projet, projetait et organisait la ville, on disait de façon irréaliste. Objectif diffus, modèle éloigné du réel socialisme, constituait le processus qui devait tout déterminer, les architectures et les villes. Accusé de proposer une anarchie urbanistique, du fait qu'il refusait de façon déterminée les plans généraux, les architectes ont dessiné du local au global, du particulier au général, en proposant sur de nouvelles bases une méthodologie d'intervention dans la ville à des fins plus démocratiques. En partant du foyer comme cellule ou unité, nous avons cheminé vers l'idée de leur regroupement et petit à petit, les programmes et leurs équipements ont été déterminés. En regroupant les regroupements, en changeant l'échelle des équipements, en établissant des règles concernant la mobilité et la communication, on pourrait atteindre les limites de la ville. Et en dépassant ces limites, on trouverait ce qui avançait vers nous en sens inverse. Ainsi, on pourrait dessiner un nouveau pays avec des centaines d'architectes et 8 millions de Portugais. Le 20 octobre 1976, le décret visant à intégrer le SAL aux mairies était publié. En lui retirant son caractère global, le décret paralysait tous les projets et ces derniers ne virent jamais le jour, l'exception du cas particulier du quartier de la Bossa d'Alvorcisa. Certains vestiges du SAL épars et sans caractère se maintinrent sur le territoire de la ville. Ils restèrent là, en ruine, alors que la ville reprenait sa logique de destruction motivée par d'autres intérêts. Si ça part alors pour Berlin et les autres architectes vers d'autres aventures, dépités peut-être, mais emportant dans leur bagage des acquis fondamentaux et un discours alerte et plus sage. L'architecture. Il est couramment admis que la crise révolutionnaire de 74-75 ne provoque aucune rupture dans les interventions urbaines et architectoniques des architectes portugais. Et que ce soit pour ceux de Lisbonne ou de Porto, on évoque des antécédents récents, idéologiques ou formels, comme point de départ d'une action projectuelle de pure continuité. De fait, les typologies ou les langages constituèrent dans leur ensemble le reflet du débat en vogue à l'époque, qui proposait un élargissement des références historiquement liées à ce que l'on appelle le mouvement néoréaliste d'origine italienne, ainsi qu'une plus grande ouverture vers des expériences qui, dans le domaine du logement populaire à bas coût, avaient été entreprises précédemment par des architectes modernes tels que J.P. Aldo ou Bruno Todt. On ne comprend pas comment il aurait pu en être autrement. Les institutions publiques qui se consacraient au logement social n'ont fait que poursuivre et intensifier les programmes qui étaient en marche. Les contours du mouvement révolutionnaire n'étaient pas clairs. Les institutions et les techniciens sont restés les mêmes. Et l'urgence qu'il y avait de construire ne permit pas de développer des programmes alternatifs. Le SAL
était l'unique nouveauté, mais sa courte longévité, entre août 1974 et octobre de 1976, ne permit pas de consolider ni d'approfondir une théorie et une pratique en cours d'élaboration. Si les logements construits furent le reflet des modèles acquis, ils représentèrent cependant dans la ville des marques importantes des premiers et uniques effets urbains et politiques des mouvements d'habitants pauvres. Ils constituèrent, pour les architectes, des projets rapides, des constructions provisoires, des idées de départ pour le débat, des logements transitoires dans le processus de relogement, des marques symboliques du début d'un processus dont on pensait qu'il deviendrait irréversible. Il ne s'agissait pas d'innover, mais seulement de commencer, par le biais du construit concret, un processus qui échafauderait à partir d'une confrontation permanente avec le réel en transformation, une méthodologie indubitablement innovatrice de l'intervention dans la ville qui inverserait la logique des intérêts qui était jusqu'alors pratiquée. À Porto, 33 opérations incluant 11 500 familles virent le jour, mais seulement 374 logements furent construits. Et ceux-ci furent à tort considérés, alors qu'ils n'étaient pas que la parcelle d'un tout, comme une proposition achevée. Sans pour autant nous référer concrètement à ces projets, il est de toute façon possible d'affirmer qu'au moins à Porto, le SAL a été d'une grande importance en termes de réflexion sur la ville historique et sur son destin. Les architectes ont pu, en 1975, travailler dans le centre historique de leur ville et l'action des brigades de la ville de Porto a toujours implicitement porté un regard critique sur la planification urbaine de tradition moderne, en défendant un nouveau type d'urbanisme plus adapté à une nouvelle culture et une nouvelle ère, un plan sans cesse évalué et altéré par sa propre mise en œuvre, un plan moins rigide, plus fragmenté, plus pragmatique, prenant en compte la conflictualité des intérêts qui régit la ville contemporaine. L'importance du processus SAL a immédiatement été compris par la critique européenne. Avrossis est appelé à Évora, à Berlin, à La Haye, d'une part pour son talent déjà reconnu, mais aussi pour son association au SAL. Les projets de ce dernier, dans ces lieux, en dehors de l'intervention de São Vítor à Porto, ont constitué la concrétisation la plus expressive d'une réflexion collective dont il fut l'un des protagonistes les plus importants et qui eut lieu au cours de ces 2 années intenses. Merci bien. Merci Alexandre. Avant de débattre, on va entendre un deuxième conférencier, José Antonio Bandeirinha, qui va aussi nous montrer des images. José Antonio. José Antonio est né à Coimbra en 1958. Tu es architecte, diplômé à Porto en 1983 et professeur, et particulièrement intéressé par la dimension politique des phénomènes urbains. Tu as exercé plusieurs responsabilités au département d'architecture de l'Université de Coimbra, puis à d'autres postes. Tu étais vice-recteur de la culture, tu étais directeur du Collège des Arts. Coimbra, je le rappelle, est une des plus vieilles universités du monde. Elle était ouverte avant la Sorbonne, je crois, puis c'était au XIIIe siècle.
Tu as publié un livre sur le conflit entre style moderne et style national au Portugal des années 40, qui s'appelle Quinas Vivas, qui veut dire les angles vifs, dans lequel tu mettais en évidence ce conflit très vif au Portugal entre un legs moderniste, genre style international ou genre bohos, et certaines traditions nationales, notamment celle que le régime salazariste voulait voir triompher. Tu as fait un ouvrage sur la ville idéale de Filaret, ce qui est dans un tout autre monde, là, et tu as soutenu en 2002, donc il y a une quinzaine d'années, une thèse sur le SAL, qui était intitulée « Le processus SAL et l'architecture du 25 avril 1974 ». Quelques années plus tard, tu en as fait un livre, un très gros livre, de 450 pages, qui a été publié à Coimbra. Tu as dirigé en 2012 une exposition sur Tavora, qui s'appelait Modernidade Permanente, et 12 ans après la publication de la thèse, une autre qui s'appelait Le processus SAL, architecture et participation, qui s'est tenue d'abord au musée de Serralves en 2014, musée construit par Álvaro Siza, et l'an dernier au Centre canadien d'architecture. Je t'en prie, à toi. Bonjour, je remercie François Charlin pour ses mots à propos de mon travail et je remercie aussi la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour l'invitation pour être à cette séance et aussi la Fondation Carlos Gulbenkian et le commissaire de l'exposition Nuno Grande. À l'aube des années 70 à Portugal, le Portugal appartenait à l'espace géographique de l'Europe occidentale et pourtant, plongé qu'il était dans un dramatique processus d'auto-absorption politique, il s'est éloigné drastiquement du niveau général des autres pays après la guerre, que ce soit sur le point de vue social et économique, culturel ou celui des services. C'était donc un pays sans autre destin que de servir de décor de pêcheurs pour un néoréalisme tardif sur fond d'exotisme. C'était un pays stigmatisé par la condition coloniale d'une guerre dépourvue de sens qui, au prétexte de justifier une mythique vocation historique, bien au contraire, ne faisait que la contrarier. À travers la lentille sale et terne d'une dictature qui avait plus de 40 ans, le monde et l'Europe nous regardaient comme si le pays était un parc à thème d'avant la guerre. Même analysé du point de vue strictement technique, la situation du logement au Portugal, comme on l'a déjà dit, était préoccupante. On estimait d'avoir besoin d'environ 60 000 logements. Le 25% de la population portugaise vivait au-dessous des niveaux minimaux de confort, de sécurité, de salubrité et d'intimité. Les données officielles ne comprenaient pas d'autres niveaux de précarité tels que bâtiments urbains et ruraux fortement dégradés, les ilhas, qui étaient des îlots urbains à l'intérieur des pâtés, surtout à Porto, maisons surpeuplées et beaucoup d'autres espaces sans des conditions de logement les plus élémentaires. Portugal, jeudi le 25 avril 1974, tout d'un coup, ou peut-être pas, l'une des plus vieilles dictatures de l'Europe tombe grâce à la marche inébranlable d'un groupe de jeunes officiers. Étonnamment, oui, de façon surprenante, la pointe sud-occidentale de l'Europe, ce petit pays ibérique dont le potentiel de fierté se limitait à la condition de décor, et réussit à occuper un espace médiatique central partout, en Europe ou même au monde. Il est arrivé aux premières pages des médias. C'était un plaisir de le voir défiler fier aux nouvelles de télévision ou sur les enseignes lumineuses qui occupaient les façades des sièges des principaux journaux du monde. Seulement 3 mois après l'insurrection révolutionnaire est arrivée l'ordonnance instituant le SAL, le service ambulant de soutien local. Le secrétaire d'État qui l'a créé était un architecte, Nuno Portas. Son but était celui d'offrir un espoir
et de créer un soutien pour tous ceux qui étaient logés en situation de précarité. Et il y en avait plusieurs. Le Sahel était conçu alors comme un service décentralisé, lequel, à travers le projet et le soutien technique apporté par les brigades qui opéraient dans toutes les sortes de bidonvilles, a commencé à construire de nouvelles maisons et de nouvelles infrastructures, a commencé à offrir de meilleurs logements pour les populations les plus pauvres. Autant que possible, les logements à construire de nouveau devraient être placés au même lieu que les vieux quartiers à aménager. Ce fut un principe essentiel du Sahel qui assurait donc l'intention d'éviter des opérations camouflées de spéculation foncière. Souvent, comme on le sait très bien, ces processus ont comme conséquence le déplacement compulsif des habitants pour des régions encore plus périphériques. À la suite de l'insurrection d'avril et toujours dans le sillage de ce nouveau regard international sur les événements et sur les spécificités culturelles du pays, la critique internationale, elle aussi, surtout l'européenne, a attiré l'attention sur tout ce qui s'y passait. Ce furent plusieurs publications à faire preuve de l'intérêt dans le processus Sahel et dans l'architecture qui s'y produisait à l'époque au Portugal. Aussitôt, en 1976, la revue italienne Lotus International a publié de plusieurs textes concernant l'opération de São Vítor dans un quartier d'Ilhas de Porto. On peut y trouver un texte fondamental pour comprendre l'importance du processus Sahel et la position des brigades de Porto, surtout celle de São Vítor, coordonnée par Álvaro Siza. Je l'ai traduit partiellement, si on aura le temps au débat, je peux le lire. À son tour, la revue française L'Architecture d'aujourd'hui, dont le rédacteur en chef était à l'époque Bernard Huet, publiait dans son numéro de mai-juin un dossier sur le Portugal. Le but était la diffusion de l'architecture portugaise en général, bien encadrée par des contextes sociaux et politiques. On peut dire cependant que le sujet principal était le processus Sahel. À la fin du dossier, on avait la transcription d'une table ronde animée par Bernard Huet lui-même, avec la participation d'un nombre considérable d'architectes de Lisbonne, Nuno Teotónio Pereira, Nuno Portas, Filipe Lopes, Manuel Vicente, Gonçalo Birne, Raul Lestnes Ferreira. Toujours en 1976, une autre revue italienne, Casabella, a publié un long article sur le Sahel dans son numéro de novembre. Mais il y avait aussi des revues comme celle française Espace et Société qui publie dans son numéro de 74-75 un entretien avec Manuel Castells et Nuno Portas et dans son numéro de 76 un article thématique du sociologue français Christian Topalov. Enfin, la critique européenne commençait à réfléchir directement sur des expériences qui étaient toujours en cours. Au cours des années qui suivirent, la curiosité pour l'architecture portugaise est restée en haute. Les regards se concentraient sans doute sur l'œuvre d'Álvaro Siza, surtout sur son travail en plein centre-ville de Porto, sur le projet pour ce quartier pauvre qui n'a jamais pu s'achever, celui qui est resté incomplet jusqu'à nos jours, celui de São Vítor. À mon avis, quand on parle de l'opération de São Vítor, on parle des plus remarquables conséquences du Sahel. Peut-être celles qui ont contribué de plus pour l'affirmation internationale d'une identité pour l'architecture portugaise contemporaine. Et ça sûrement pour plusieurs raisons, bien qu'on n'ait pas le temps de les présenter toutes. Je ferai juste mention de celles que je considère les plus importantes, un peu aussi parce que je les considère essentielles face à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans le domaine de la pratique et de la critique architecturale. Dans une des plus lucides interprétations de l'idée de participation des habitants en tant que donnée méthodologique conduisant à la condition architectonique, à la concession architectonique, Álvaro Siza a établi le parallélisme avec le sens brechtien de Verfremdung dans la représentation théâtrale, l'effet de distanciation en français.
Autrement dit, l'engagement avec les résidents ne signifiait pas l'ascension directe de leurs aspirations, mais plutôt la prise de conscience rigoureuse et constante de leurs intérêts, une prise de conscience jouée à travers la représentation qui, en ce cas, était l'architecture. Ce qui a débordé de cette expérience de São Vítor ne fut aucune sorte de leçon provenant uniquement du contact direct avec les habitants, mais plutôt la projection de ce contact sous la forme d'architecture sur les mémoires subtiles et menacées d'un territoire urbain entièrement construit par des pratiques sociales. Ce qui a débordé, ce fut l'usage des instruments de concession architectonique capables de réveiller d'autres sensibilités, d'autres significations au-delà de la simple récupération et du simple enjolivement des espaces anciens. Ce qui a, enfin, des instruments capables de pétrifier des moments oubliés, condamnés à la dévastation, condamnés à disparaître avec les décombres des opérations de rénovation urbaine ou des autres travaux spéculatifs. Ce besoin de fixation et de réinvention de quelques-uns des moments les plus subtils qui caractérisent l'environnement urbain est partiellement héritier de l'intensité dialectique qui a contaminé tous les travaux architectoniques du Sahel. Cisa ne l'a jamais nié. Le respect de la volonté communautaire des habitants était enraciné au respect des pôles de matérialité qui logent ces sentiments communs, qu'ils soient des ruines, des textures ou des intensités lumineuses. Ce fut ainsi d'abord à São Vítor, ensuite à Kreuzberg, Berlim, à Malagueira, Évora et à La Haye. Oui, c'est absolument sûr que São Vítor constitue l'exemple le plus précis de cette attitude-là. Toute possibilité de concession à l'ordre populiste était interdite. Satisfaire le goût ou les aspirations du peuple, quelles que fussent ces concessions. Mais en plus, le projet portait en soi-même un dispositif capable de provoquer des coupes profondes et incisives bien au cœur du statut social et politique. Mettre à l'envers, retourner les intérieurs des îlots de la ville bourgeoise qui ont été conçus comme cachés et marginaux et les convertir en protagonistes du projet urbain. Ça constituait une attitude dont la dimension politique était incommensurable pour deux raisons essentielles. D'abord, parce que c'était la proposition architecturale, c'est-à-dire c'était l'architecture elle-même qui mettait à l'envers le sens de classe de l'espace organisé. L'organisation de l'espace se combat avec l'organisation de l'espace. La lutte se développe dans le même terrain. Il n'y a pas de refuge dans les terrains de la technologie, de la sociologie ou de l'écologie. Deuxièmement, parce qu'elle se penche sur la ville en tant que tissu, comme Alexandre l'a dit déjà, un tissu sur lequel on souhaite renforcer ou aplanir les plis que consolident le problème politique, inégalité, aliénation, contrôle et répression. La ville émerge, ou pourrait émerger si l'opération aurait vécu, émerge renouvelée, pas comme le résultat du besoin d'un renouvellement des stocks du marché immobilier, mais plutôt comme la rescousse architectonique de l'éthos politique. Si nous prenons les territoires du réel, telle circonstance est la possibilité la plus crédible pour que l'architecture puisse agir politiquement, surgir de l'intérieur et agir, mais pas agir sur la ville, plutôt agir avec la ville et pour la ville. Ça peut-être a été un des motifs selon lesquels l'ensemble des processus sales a été brusquement interrompu. Ce fut sans aucun doute un des motifs les plus attractifs qui a mené la critique internationale à s'intéresser immédiatement par le processus, en particulier la critique française et celle italienne. Pourtant,
À la fin des années 70, avec les travaux pratiquement tous inachevés, le Sahel continuait à susciter la curiosité des milieux académiques et disciplinaires un peu partout. Au début des années 80, se produit la diffusion internationale de la production architecturale portugaise, notamment des travaux d'Álvaro Siza. Cette curiosité est alors passée du champ des conditions sociales de l'activité des architectes à celui de la compréhension de la signification des œuvres dans le contexte spatial de la culture portugaise. Ce qui de plus important reste de cette époque, ce sont des maisons pour des habitants. Oui, c'est vrai, au moins pour certains d'entre eux. Mais aussi la diffusion de l'architecture portugaise contemporaine par-delà les frontières. Et s'il est vrai que cette diffusion a largement bénéficié de l'élan de la culture portugaise tout entière, il est indéniable que peu de secteurs autres que celui de l'architecture n'atteint un tel niveau de notoriété, de rigueur et de prestige dans le monde, comme l'a dit Monsieur le Président de la Fondation Carlos Gulbenkian. Que le poète m'excuse pour cette étrange analogie. L'architecture contemporaine portugaise s'est accomplie en ce qui concerne le prestige extérieur obtenu. Il a manqué encore une fois l'accomplissement à l'intérieur de soi-même. Donc, le Portugal post-1974 retrouve, grâce aussi à l'architecture, sa vocation universelle, d'une façon éphémère, bien entendu, mais marquée de manière indélébile sur son histoire récente, marquée de telle sorte qu'aucune tentative de sous-estimer les événements d'avril jamais réussira à l'annuler. Merci. Merci. Merci José Antonio. On va débattre pendant une vingtaine de minutes à partir de ces deux interventions. Peut-être te demanderai-je volontiers, Laurent Baudouin, tu es allé là-bas en 77, tu avais donc 22 ans à peu près, Christine aussi, plus ou moins. Pourquoi y es-tu allé? Tu étais étudiant. Quelles étaient tes motivations? C'était la lecture du numéro d'Archi aujourd'hui ou c'est... Oui. Bon, je ne suis pas là pour parler de moi. Si, c'est simple. Simplement, j'ai découvert le travail d'Álvaro Siza à travers la revue Controspatio italienne. Et après, à travers les textes publiés par Vittorio Gregotti et par Bernard Huet. Mais ce qui me fascinait, c'était un certain aspect énigmatique de ce qu'on voyait des œuvres de Siza. Et le côté énigmatique incitait à les voir. Et en allant au Portugal, j'ai découvert donc cette implication de Siza et de ceux qui étaient à l'époque les étudiants ou les gens qui travaillaient dans ton bureau dans ce processus de participation. Et je suis très heureux de ce qui a été dit à l'instant et d'avoir insisté sur l'importance du projet de San Victor. San Victor, publié aussi dans l'architecture aujourd'hui, comme tu l'as dit, mais dans des revues italiennes comme Casabella ou Lotus. C'était une sorte de grand espoir de changement de l'attitude des architectes imposant la personnalité, le design, le style, le côté fashion dans le processus du projet et d'intégrer le dialogue, la participation effective, quelquefois dans des situations conflictuelles, forcément. Et je dois dire que ce qui m'a fasciné beaucoup, c'est de voir que ce que vous avez dit, qui recouvre une période assez courte, au fond, dans le travail d'Álvaro Siza, ce n'est pas une période, c'est une attitude permanente. Je veux évoquer ici juste ce moment absolument étonnant, extrêmement peu connu,
sauf grâce à Alexandre Alves Costa et sa fille, à travers un film fait autour de l'intervention que tu as fait au Cap-Vert, où on voit bien que je ne sais plus quelle période, mais cette attitude d'attention à des problèmes extrêmement concrets de l'habitation pauvre, c'est pas pour faire de la publicité, hein, c'est un travail sincère, engagé dans une responsabilité extrêmement forte de l'architecte dans ce processus de renouvellement d'un quartier ancien ou de logement des pauvres. Pour moi, c'est cette attitude qui traverse son travail en permanence. Ce n'est pas juste une période qui serait révolue parce que le salle s'est arrêté. L'autre chose sur laquelle je veux insister, c'est au fond l'actualité de cette question. Parce qu'on voit bien que depuis quelques années, en Grèce, en Espagne, au Portugal, aujourd'hui à Paris, la question de la participation des voisins, avec cette expression magnifique, c'est une vraie question auquel les architectes semblent s'être retirés. Et une de mes questions que je voudrais évoquer à vous tous, c'est savoir si il vous semble que les architectes sont encore intéressés par ces questions importantes du logement actuellement. Encore ou à nouveau, peut-être plutôt. Oui. Le milieu architectural portugais, bien sûr, n'était pas préparé particulièrement à la Révolution. J'imagine que c'était un milieu architectural qui était lié au monde de la promotion immobilière, au monde des villas de riches, etc., comme il l'est traditionnellement, comme il l'est toujours d'ailleurs. La Révolution des œillets a fomenté, a suscité une sorte de rupture assez violente entre plusieurs mondes de l'architecture. Certains sont devenus des militants, presque des hommes politiques, comme Nuno Portas ou d'autres. D'autres sont partis au Brésil. Je crois que beaucoup de gens beaucoup d'architectes ont quitté le Portugal à ce moment-là. Comment s'est fait cet embrayage vers la politique? Toi, tu avais 41 ans hein, au moment de la Révolution des œillets. Tu étais donc un jeune architecte. Oui, comment s'est fait cette... Alvaro, peut-être, oui. Je crois que dès que tu parles, le micro le sait. Bon, je vois moins d'intérêt et d'action en général au sujet de l'habitation sociale. C'est en crise. Et récemment, il me semble, vient un autre intérêt à nouveau forcé, oui. Parce qu'il y a des problèmes sociaux qui sont liés à des problèmes aussi d'organisation des villes et de l'architecture, c'est vrai. Et il y a quelques indications des choses récentes qui indiquent qu'il y a à nouveau un intérêt le sens de qu'il faut attaquer ce problème. Le problème du logement social, en tout cas en France, s'est aussi déplacé sur une question nouvelle que vous n'aviez pas à aborder au Portugal à l'époque, encore que vous ayez eu des réfugiés d'Afrique, qui est la question ethnique. Donc la question est assez différente de ce qu'elle était il y a 40 ou 50 ans. Mais est-ce que tu te souviens, Alvaro, de ton état... Pourquoi t'es-tu engagé dans ce phénomène révolutionnaire? Est-ce que tu étais préparé à ça? Est-ce que tu étais militant politique avant 74? Avant 75? Tu demandes à... Je demande à Alvaro s'il y avait déjà en lui une espèce de culture politique. Se tu tinhas, porque tu meteste-me estas séries militante político antes? No programa só. Parce que j'ai été invité par des étudiants, parmi eux, Eduardo Sotomoura, et parce qu'il n'y avait pas de travail dans mon bureau. La première raison a été ça. Et je me souviens que quelqu'un m'a dit « mais tu n'es pas capable pour ça, compétent pour ça, parce que tu as toujours travaillé et peux travailler
en faisant des maisons bourgeoises. Donc tu es au dehors de ce thème. Et j'ai répondu, mais exactement pour ça, je suis préparé. Parce que quand on fait actuellement une maison pour une famille, on discute avec le chef, avec la femme, avec le grand-père, grand-mère, les voisins. Et alors c'est un riche processus de participation, même si limité. Alors ce que j'ai rencontré là, c'est deux choses avec ce projet, ce processus. Une, c'était une ouverture au point de vue du dialogue, de l'alimentation pour l'architecture. Une autre chose a été l'opportunité de travailler au centre-ville, quelque chose que je n'avais jamais fait parce qu'il était très conditionné, très limité, l'accès. Alexandre, ou bien toi, José Antonio, cette conversion d'une partie du monde architectural à la cause de la Révolution, disons, comment pouvez-vous la décrire? Est-ce qu'elle était différente d'abord à Lisbonne et à Porto? C'est des villes qui avaient des cultures très différentes dans le monde architectural. Alexandre. Oui, c'est différent. Oui, la situation du salle à Lisbonne et à Porto, c'est très différent parce que la population qui était intéressée à changer de son habitation, elle était différente. À Porto, les gens qui voulaient participer à ce procès étaient des gens qui vivaient au centre-ville, au centre de la ville. C'était des gens descendants de la première classe ouvrière, ces gens très urbanisés, très centrales. Et par contre, à Lisbonne, je pense que la plupart de la population intéressée à ce processus étaient des gens qui venaient récemment, qui sont venus récemment pour habiter la ville de Lisbonne. Et la question du droit au lien n'était si important à Lisbonne qu'à Porto. À Porto, les gens voulaient rester dans le centre de la ville où ils ont toujours vécu. Les personnes à Lisbonne, ils n'étaient pas si liés en lien. Bon, et alors, d'autre côté, les choix typologiques sont en conséquence très différentes parce que travailler au centre-ville avec une échelle de centre-ville, la question que le centre-ville pose du point de vue inclusivement patrimonial, c'est très différent de donner un grand terrain pour les personnes construire des bâtiments. Et alors, le normal, c'est construire un bâtiment d'une typologie normale, courant. À Porto, il était nécessaire de réfléchir sur le futur de la ville historique, de la ville centrale. C'est une réflexion très différente. Alors, je pense que la conséquence de ces deux situations sociologiques, comme on dit, anthropologiques, etc., ont créé des situations de réponse des architectes différentes, normales. Et est-ce que le monde des habitants était différent à Lisbonne et à Porto, à part cette question de la situation? Par exemple, dans leur agressivité politique, puisque nous, au Portas, a insisté sur l'extrême volontarisme et agressivité politique d'une partie des groupes. C'était un peu le même monde? Oui, je crois que c'est le même monde. Pourtant, les habitants au Porto étaient plus organisés. Oui. Parce qu'il y avait une tradition de lutte commune avant la Révolution, à cause de la périphérisation des populations provoquée dès les années 50 par la municipalité qui a créé les quartiers périphériques pour expulser les habitants du centre, ces habitants très urbains du centre qu'Alexandre a parlé. Et l'organisation était déjà préparée à Porto
Et à Lisbonne, non, elle a commencé avec véhémence et avec agressivité, mais après le 25 avril. L'opinion était préparée par le biais des grands partis politiques traditionnels, le Parti communiste ou des partis gauchisants ou des choses comme ça, ou par ces choses plus informelles qui étaient les associations d'habitants et plus informelles et plus récentes, avec une autre culture politique, j'imagine. C'est très intéressant parce que les partis politiques, tous les partis politiques, de l'arche, de le centre-gauche à l'extrême-gauche, n'ont jamais été la même opinion dès le principe jusqu'au bout sur la question du logement. Et ils ont eu des différentes et des contradictions internes dans le même parti, dans la même sensibilité politique. Parce que quelques-uns voulaient des maisons rapidement pour faire la machine populiste avancée. Et les autres étaient plus sensibles à la question des architectes. Les uns, même les militaires qui étaient au gouvernement, à la direction du gouvernement, trouvaient que les architectes vont retarder le problème parce qu'on pourrait faire des maisons préfabriquées, on pourrait faire tout ça. Donc la situation du processus, qui était un processus ouvert, comme une œuvre ouverte, c'est comme ça que Nuno Portas l'a créé, qui permettent toutes ces conditions politiques des différents partis. Parce que les mesures prises par Nuno ont été des mesures souvent extrêmement volontaires et qui ont contribué à déstabiliser beaucoup l'ancien cours des choses. On a interrompu les plans d'urbanisme, tous quasiment. Donc il y a eu un moment, j'imagine, d'écroulement d'un système qui était peut-être un système lourd, un système maladroit, mais qui était un système quand même. Oui, mais quand même, les architectes n'ont pas cette condition d'aller tous en Brésil, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises architecturales qui avaient ces liens directs avec le marché immobilier. La plupart des architectes, dans des conditions différentes, mais à Lisbonne et à Porto, étaient des architectes intellectuels, des architectes qui auront son travail, mais qui, dans une certaine façon, pourront être plus fiers de travailler pour la condition de classe, parce que c'est une aspiration de tous les architectes du XXe siècle. Et ça, on peut compter juste 2, 3, 4 architectes qui étaient trop liés au marché immobilier, qui sont partis vers le Brésil. C'était une population limitée en nombre, les architectes, au Portugal? C'était quelques centaines de personnes ou... Oui, à peu près 2000. 2000 en tout pour le pays, oui. Et aujourd'hui, c'est combien? C'est 30 000. 30 000, oui. Donc une situation tout à fait différente. Alvaro. Je pense qu'une différence grande dans le processus entre Lisbonne et Porto vient qu'à Lisbonne, dans les années 60, on a été réalisé grand ensemble d'habitations sociales, Olivais et Chelas, et à Porto, seulement peu et disperse. Alors, c'était un contexte assez différent. À Porto était comme de l'île à la ville, comme il y avait le programme de Carlos Nelson au Rio de Janeiro, de la favela à la ville. C'était le contexte là. Et intéressant, c'est que dans les débats, on a commencé par... Et moi-même, je pensais que ça serait le développement à suivre ou qui allait succéder. On a commencé par des aspects de la maison fonctionnelle. Par exemple, le rapport entre la cuisine et la salle et toutes ces choses. Mais en peu de temps, le débat était sur la ville, exactement, avec l'association des associations. Le débat s'est transformé dans une discussion sur la ville. Laurent Oui. Baudouin. Vous avez insisté sur le fait que
une des choses importantes, c'était de travailler au centre-ville. Je voudrais savoir si, à ce moment-là, ce choix de travailler au centre-ville, qui est fondamental dans la ville historique, qu'on voit bien à San Vito, mais aussi à Barriedo ou à Bosa, est-ce que ce choix des sites, est-ce que c'est vous qui l'avez déterminé? Est-ce que les sites, vous les avez proposés? Ou est-ce qu'ils ont été organisés différemment? Le fait, c'est que à la fin du 19e, au commencement du 20e, 50% de la population habitait au centre-ville, dans les îles, dans cette typologie. Donc là, il y avait déjà une organisation, ou quelques organisations, qui venaient beaucoup de la réaction au sujet des programmes municipaux pour l'habitation, que décidaient de diviser la population, aller se poser dans une île, une partie des habitants, même si de la même famille, dispersés par différents quartiers de petites dimensions, avec un dispositif de contrôle policier impressionnant. Il y avait toujours un informateur de la police politique dans chaque... Donc, il y avait une grande révolte contre cette dispersion forcée, un grand désir de rester où ils étaient, et une discussion entre différentes unités à ce sujet. Donc, était préparé pour une autre action. Alors, le choix de travailler au centre-ville, c'est à ce moment, après le 25 avril, ne sont pas les architectes qui ont choisi le lieu, c'est la population même qui a choisi. Nous travaillons où il y avait la population s'est mobilisée. Et alors, à Porto s'est mobilisé au centre-ville, à Lisbonne s'est mobilisé dans les banlieues. C'est un peu différent, mais c'est la population qui déterminait le lieu, pas les architectes. C'est qu'en partie les populations... Pour les architectes, ça a été une opportunité fantastique de travailler peut-être pour la première fois au centre-ville et pour la première fois avoir en considération toutes les questions patrimoniales qui maintenant se discutent sur le centre-ville. Nous avons discuté à cette époque. Mais ce n'est pas un choix des architectes. Mais Alvaro. C'est que San Vitor, parlant de San Vitor, était très proche de l'école des beaux-arts. Et il y avait des exercices préparés dans ces années, surtout par l'architecte Filgueiras, d'enquête et interviews avec les habitants des îles. Et donc, San Vitor était très proche, il y avait un groupe d'étudiants qui travaillaient là et qui avaient gagné la confiance déjà des habitants. Alors, immédiatement après la législation pour le sang, ils ont parlé avec ces étudiants qu'ils connaissaient déjà, en demandant de l'aide, parce qu'il y avait à faire tout un processus bureaucratique, trouver une équipe d'architectes, etc. Et ce sont ces architectes, ces étudiants, qui m'ont invité parce qu'il fallait avoir un diplômé dans l'équipe. Mais le fait, c'est que la plupart, je suis sûr que la plupart des collaborateurs des projectistes étaient des étudiants. Et que dans un certain moment, ils n'allaient pas plus à l'école. Dans un certain moment, on retournait à l'école parce qu'ils avaient besoin de préparation, parce que même les habitants disaient nous voulons les projets, nous voulons... Donc ils devraient apprendre, mais c'est pour l'école était vraiment transformateur aussi. Ces opérations se passaient, je rappelle que tes deux opérations, Alvaro, à Porto, l'une s'appelle San Victor, elle est en bas de la ville, à côté du pont de Eiffel, pratiquement, le deuxième pont métallique, hein, celui qui est un peu en amont, et l'autre, Bussa, est en haut, vers Boa Vista, à environ 1 kilomètre
de l'actuelle cité de la musique de Rem Koolhaas, donc dans deux quartiers assez différents les uns des autres. La protection des quartiers anciens était aidée par le fait que Nuno Portas a fait édicter une loi ou un décret, je ne sais pas, qui interdisait, ou qui en tout cas limitait beaucoup la destruction. Donc rendait le dialogue avec le tissu ancien, avec la culture urbaine ancienne, ça, plus difficile, mais aussi plus intéressant. J'ai un problème parce que Oui. tu parles Je parle très vite. trop bien le français. Non, je voulais dire que il y avait chez les architectes un désir de se réconcilier avec la tradition urbaine, avec les rues, avec la morphologie urbaine. Ça, c'était dans la culture architecturale de l'époque. Mais par ailleurs, la loi limitait les possibilités de démolition des quartiers anciens. Donc on se trouvait là dans un moment dans lequel des opérations plus attentives au passé, plus attentives à la morphologie urbaine, plus attentives à la culture humaine ou sociale telle qu'elle se manifeste dans l'architecture ou dans l'urbanisme, étaient relativement favorables. Ce n'était pas la table rase, quoi. Je pense que la loi n'imposait pas des démolitions. Interdisait, je crois même. Non, n'interdisait pas la démolition. Non. Si, bon. Alors, on s'est rencontré avec ce contexte densement habité, avec ce désir de rester où les personnes étaient, et avec la conscience qu'on devrait travailler vite, parce que était présent la vulnérabilité de la transformation déjà dans le débat politique, etc. Alors, par exemple, j'ai insisté beaucoup et j'ai eu l'appui de la population pour construire immédiatement. D'autres considéraient que le débat n'était pas suffisamment mature pour commencer. Et je pense que les deux, chacun d'eux avait ses raisons. C'est vrai que ce qu'on a proposé, c'était l'architecture qu'à la fin je pouvais faire pour une famille. C'était une partie petite. Je ne croyais pas, au moins dans ce moment, dans une architecture de la Révolution. Alors on a porté ce qu'on savait, on discutait. Non, la politique, Alexandre. La politique qu'on défendait, que le SAL défendait, et moi j'étais le coordinateur à Porto, était de construire le plus rapidement possible. Construire le plus rapidement possible parce que la construction, la réponse concrète par l'habitation donnerait force à ce mouvement. Si on élargit la discussion pendant des mois, on savait passer la révolution de Lorette aussi tant de mois. Mais la construction, on pensait que c'est une espèce de fixation d'une victoire. Et ça, c'est très important pour mobiliser les gens à se maintenir en lutte. Est-ce qu'on a songé, puisqu'une partie de cette population venait des bidonvilles, en tout cas à Lisbonne, dans la périphérie, dans d'autres quartiers, est-ce qu'on a pensé un peu à l'idée d'autoconstruction, qui était une idée qui était assez à la mode chez les architectes dans les années 60 et qui est redevenue à la mode aujourd'hui? Oui, l'autoconstruction était à la genèse de l'ordonnance qui a créé le SAL. C'était pas un décret, c'était une ordonnance. Et l'intention était une intention un peu proche de ces mouvements qui sont un peu partout dans le sud global, comme on le dit aujourd'hui, mais plutôt au nord d'Afrique, en Amérique Sud-Amérique. Les habitants avaient déjà la tradition de travailler pour son propre logement, de créer son propre logement. Et maintenant, au Brésil, et en Colombie, et au Pérou, on le fait maintenant. Et pourtant, il y avait très différentes conditions des habitants en ce petit pays qui était Portugal. Les uns pourraient venir de l'intérieur du moyen plus ruraux et ils étaient habitués
à travailler dans les moyens traditionnels avec son propre logement. Mais des autorités urbaines, comme Porto, étaient du centre-ville, ils travaillaient au centre-ville, ils n'étaient pas spécialisés, ils ne comprenaient pas la possibilité elle-même de travailler sur son propre... Et une fois de plus, la possibilité était ouverte et le processus, s'il était trop rigide, il disait non, il devrait être l'autoconstruction. Mais non, il était ouvert. Il y a des possibilités au sud, à Lisbonne, et aussi en Algarve, au sud du pays. Il y a une douzaine de quartiers qui sont construits en part avec l'autoconstruction, l'incorporation du travaux des habitants. Mais à Porto, non, à Porto, c'est la construction elle-même. Oui, je voudrais revenir 2 secondes sur la question du patrimoine que tu as évoquée tout à l'heure. Ce qui était très frappant, en particulier dans ce quartier de San Vito, c'est que le travail avec le site, avec les existants, avec les murs, avec les maisons anciennes, c'était pas un travail patrimonial au sens de préservation de l'histoire, etc. C'était un travail qui me semble très proche de ce que CISA a fait pour le restaurant de Boa Nova, c'est-à-dire l'attention à la géographie, à la topographie, à prendre la ville comme un site dans sa totalité, sans jugement sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Tout est pris dans l'attitude du projet. Et ce qui est absolument frappant, c'est de voir que la première chose qui a été faite quand on a voulu, casser le SAL, c'est casser les murs. C'est-à-dire, ce n'est pas les logements qui ont été cassés, on a balayé toutes les choses dont Alvaro avait fait une préservation avec un grand soin et qui étaient destinées à accueillir, on le voit dans les dessins, la vie sociale, la vie collective, ces murs qui devenaient des angles de théâtre ou des lieux de rencontre, etc. Qui a souhaité qu'il soit démoli? Si on voulait, La mairie, oui. si on voulait couvrir le passé, les îles, etc., on devait démolir tout ça et faire une autre chose, succéder. Mais j'allais dire quelque chose. Ah non, c'est qu'on a discuté aussi beaucoup avec les populations. Il y avait des débats avec 300 personnes, d'autres des petits groupes. Alors, pratiquement toutes les nuits, on avait une meeting et dans l'intervalle, une bombe aussi à Porto. Et une fois, c'était si forte la discussion qu'une fois, j'ai mis feu à mes cheveux. Parce que j'étais dans une discussion dure, il n'aimait pas quelque chose, et je disais non, mais c'est bon, parce que, etc., etc. Et nous étions presque tous vêtus à révolutionnaire, je veux dire, des cheveux longs, et j'ai pris une cigarette, soudain, je vois 300 personnes qui viennent vers moi. Les dames Micro. Micro. Je n'étais pas très agréable, mais je ne mérite pas comme tu. Il venait pour me sauver. Parce que les cheveux étaient... Ces discussions entre les architectes et les habitants étaient parfois assez violentes. Il y avait beaucoup de parts d'incompréhension. Violente, jamais. Non, il a eu peur. Non, parce qu'il n'avait pas de bonne conscience. Non, parce que s'il avait bonne conscience, il n'avait pas. Et sur quoi portaient les débats? Pas violente, mais authentique. C'est ça était très important. Parce que ce processus facilement tombe dans la manipulation. Bien sûr.
il y a toujours des dangers. Les architectes doivent être toujours avec ça. Je manipule à ce moment, arrêter, etc. Et était très fort, et ça était une condition pour être efficace, parce que les gens disaient ce qu'ils pensaient vraiment. Et après, avec le dialogue, on pouvait convaincre quelque chose, ou ils pouvaient nous convaincre. Je veux dire, ils ont appris, ces gens, avec ce processus, et nous avons compris aussi. Et Pas violent. Non, pas violente. te souviens-tu de quelques points qui faisaient discussion entre les habitants et toi, architecte? Est-ce que tu as à l'esprit quelques lignes de fracture, quelques difficultés de compréhension ou quelques... Non, je peux dire que quand j'ai travaillé plus tard d'après en Hollande, dans la première rencontre avec les habitants, c'était un quartier ouvrier où il y avait le problème là était l'immigration. Beaucoup immigrés, oui. 50% Oui, oui. du quartier étaient immigrants. Donc il y avait des problèmes, des conflits. Et dans la première rencontre, j'ai dit que les discussions entre nous devaient être authentiques, pas de cacher ce qu'on pensait. Et que donc, quelquefois, il avait des discussions dures, mais que c'était une condition d'un rapport efficace, non, utile. Et l'autre jour, dans un journal, est écrit que j'étais un homme de conflit, et ce que voulait était des conflits, et j'ai dû expliquer dans la seconde réunion, non, il n'est pas un désir de conflit, c'est une condition pour authenticité. Eh bien, écoute, il nous reste environ une demi-heure, donc je pense que tu pourrais maintenant nous montrer justement ce quartier de La Haye. Tu peux nous montrer ton quartier de La Haye? Alors, ce programme SAL a été connu, divulgué. La première divulgation, très intense, est venue dans l'architecture d'aujourd'hui, organisée par Bernard Huet, un grand architecte et un grand ami, qui s'est déplacé à Porto et à Lisbonne, et a organisé un numéro sur ça. Et après, Lotus. Donc, français et italien, c'était la plus forte divulgation, et ça correspondait à la situation politique et au débat politique en France et en Italie à l'époque. Donc, le thème de la participation était, dans ce moment, un thème central. Et il faut seulement regardant les magasins d'architecture, c'était le thème central, la participation. Je dois dire que j'ai passé quelques années difficiles pour me livrer d'une espèce de rotule en disant que j'étais un spécialiste en participation, qui est une idée monstrueuse. Mais j'ai échappé à ça. Alors, ce monsieur, dans le centre, appelé Darwinstein, était le chargé de habitation, pour l'habitation à Haia. Il est venu à Beauce, il m'a contacté en me disant si j'accepterais faire un travail à Haia. Ce qui l'a impressionné, c'était l'ambiance humaine. Beauce n'était pas fini, était un peu ruiné, ou pas fini, pas peint, etc. Donc, ce qui l'a impressionné, c'était l'ambiance humaine. Et ce qu'il m'a dit, l'identification des habitants avec l'habitat. Bon, il m'invite et je suis allé une première fois à Haia. Et La Haye, en français. Au quartier où il voulait faire une intervention appelée Schilderswijk, ce qui signifie quartier des peintres.
quartier ouvrier avec une vie de rue, une ambiance populaire depuis 1920, très intéressant. Et j'ai été impressionné avec cette masse dense de construction, tout en briques, et avec la vie de rue. Non. Ce qu'ils m'ont demandé, c'était une intervention dans la fin de ces blocs, quand le quartier arrive au chemin de fer. Et c'était la fin de ce bloc en bas, de ces deux blocs en bas. On me demandait de faire une intervention là, mais aussi de faire une révision du plan. Il y avait un plan fait par l'urbanisme, le département d'urbanisme de Haia, et qu'on m'a expliqué comment était, j'ai réfléchi, je suis venu à Porto, à nouveau en Hollande, en proposant une chose différente, parce que pratiquement le plan, la prévision était démolition presque totale et nouvelle construction. Et moi, je défendais préservation. Les maisons l'ensemble était très beau, et aussi la condition, l'état de construction était généralement bonne. Il y avait quelques problèmes de fondation parce qu'il est fait sur un polder. Et aussi, je pense, il y avait ce problème. La machine de construction en Hollande, en général, il y a avait un significat pour l'économie très fort. Donc il fallait, pour maintenir la machine en fonction, de démolir une partie. Donc, ici, on voit l'ambiance des rues avec 3 étages, distribution systématique des fenêtres et ces grands trous dans la façade appelés l'axe portique, qui était un des traditionnels accès aux habitations. Avec une caractéristique, on arrivait au second étage et au 3e étage en entrant par ce portique. Donc il y avait des accès, un trou, un grand trou, accès direct. Non, c'est clair, un grand trou. Apontas para ali, não para o ecrã. É que eles não estão a ver este ecrã. Ah, Estás a apontar para aqui. alors je dois me déplacer un peu. Isso, exatamente. Ce grand trou. Alexandre, attention. Autre, oui. Une autre photo. Et les bâtiments sont à la fin de cette photo. Autre. Ça a été une photo, une vieille photo. Ça a été une école et j'ai réussi à maintenir cette école. C'était un bâtiment très intéressant, très bien construit, qui allait être démoli. J'ai dit non, au moins l'école, il faut maintenir l'école qui fonctionnait. Autre. Et ça, c'est l'ambiance dans les années 30, une photo des années 30. Alors, vie intense de rue, les fenêtres du premier étage toujours ouvertes, et ça se maintenait un peu avec les difficultés qui venaient de rapport entre population hollandaise et d'autres populations des migrants. Ça est une rencontre dans une maison hollandaise. À droite est le traducteur, Carlos Castanheira, qui travaillait avec moi,
et la dame de la maison. On a fait des visites des maisons hollandaises, au-delà des rencontres générales, des assemblées, des maisons de familles de Suriname, familles de Turquie, familles portugaises. Les Turcs offraient café. Ici, on disait arrête, il peut apporter un autre, un autre, un autre. Ça m'a expliqué. Le Portugais, il faisait dans le bain du vin avec grappe qui apportait de Portugal. On devrait boire. Le vin était horrible, mais bon, c'était quelque chose de la patrie. Autre. Il est très indiscipliné. C'est la nouvelle génération. Bon, dans le parc, le jardin public, j'ai vu qu'il y avait seulement des enfants des familles orientales, arabes. Et très tôt, j'ai compris qu'un des problèmes, c'était du rapport entre ceux islamiques et ceux hollandais. Mais il y avait des gens de Suriname, d'Indonésie, beaucoup, d'Inde, de Portugal, etc. C'était très varié. Alors, il y avait cette marginalisation, même avec les enfants. Ces gens n'aimaient pas les maisons normalement construites pour l'habitation sociale, surtout parce qu'ils entraient, ouvraient la porte et au fond, ils avaient deux portes, une avec la sanita, une avec la douche et le lavoir. Et il disait qu'il n'y avait pas de l'intimité. Pour les gens de cette culture, ce thème du lavage, l'hygiène était presque religieux et lié à la religion. Alors ils voulaient quelque chose de différent. Mais dans la première visite, ils m'ont apporté. C'est le rapport avec les micros. Mais dans la première visite, ils m'ont apporté à voir ce qu'ils n'aimaient pas du tout. Il est allé deux bus avec les gens et moi-même à Rotterdam. Ils m'ont fait voir des habitations sociales qui étaient, dans ce temps, le système plus utilisé était d'accès par des galeries extérieures. Et ça, ils ne voulaient pas du tout. Je pense qu'il était un mixte de peur par les conflits qui existaient, mais aussi d'autres, cette chose de l'intimité. Bon, ce sont des premières esquisses pour l'organisation du quartier, de cette partie du quartier, avec le thème plus difficile de l'angle, des angles, dans le premier plan, bon, et le reste. Mais maintenant, la rue, la continuité de la rue, alors, était un plan considéré en Hollande par les responsables de l'urbanisme trop conservatif, par différentes raisons. Une était de maintenir et de préserver quelques maisons et de maintenir le sens, l'atmosphère de la ville. L'autre était d'utiliser la brique, parce qu'encore en Hollande, là, existait ce qui restait de la discussion des années 20 entre école d'Amsterdam et rationalité, Deutker, etc. Et donc, utiliser la brique était considéré trop conservateur. Le fait, c'est que les maisons
sont construites généralement par des coopératives. Ils construisent très bien. Surtout parce qu'ils sont les responsables de la manutention des bâtiments. Ils utilisent toujours la brique, ils construisent très bien, la manutention est fantastique, alors j'ai décidé d'utiliser la brique, évidemment. Mais ça n'était pas bien accepté. L'autre chose, c'était ma position au sujet des différentes communautés existantes. Parce que la demande était faite basiquement des maisons, type de maison pour les Hollandais, type de maison pour les islamiques. Et moi, je considérais ça comme une autre ségrégation. Et donc, je défendais qu'il faut trouver une maison acceptée par tous les habitants. Il faut faire ce débat. On l'a commencé. Une autre chose, c'était la proposition d'utiliser l'axe portique, parce qu'il était conservatif, traditionnel, etc. Or, ça était la réponse à la demande de chaque famille avoir accès direct, indépendant à sa maison. Donc j'ai appliqué plus qu'à 3 traditionnels à 4 étages l'accès indépendant en utilisant l'axe portique. Mais la plus importante réaction venait de l'organisation de la maison. Et j'ai commencé à faire des études et faire voir par l'administration, les architectes de l'urbanisme, département d'urbanisme, et aux habitants. Et j'étais sensible à cette demande d'intimité qui était, dans un certain sens, très réactionnaire. Pouvait un des chefs de famille me dire, quand j'invite mes amis, au fond, je ne veux pas qu'ils voient ma femme. Et avec les maisons comme ils sont faites, c'est trop. Alors, j'ai cherché à trouver un type de maison utilisant un double atrium avec des portes coulissantes, avec un peu plus de surface que le normal, mais peu, qui permettait vraiment isoler l'intérieur, les chambres, etc., et laisser dans l'autre lieu, dans l'autre place de la maison, la salle et la cuisine. Bon, ça a été considéré une cédance au réactionnarisme, contre la condition de la femme, droits humains, etc. Et moi, je disais, n'est pas possible d'immédiat, avec un dessin et un décret, probablement, résoudre un problème culturel de siècles. Et je suis sûr, ou presque sûr, que dans 2 ou 3 générations, mais 2, je pensais, le problème n'existe plus, parce qu'ils vont à des écoles normales de Haie, parce que s'énamorent dans les 2 sens, etc., alors le problème n'existera pas. Et j'ai défendu ça avec difficulté, mais avec un grand appui de la part des Arabes, là, des familles de cette culture, parce que satisfaisait ses désirs, mais aussi des Hollandais, parce qu'ils avaient avec ça garanti d'un peu plus de surface. Dans quelques maisons, ils retiraient la porte coulissante, il restait un beau espace central dans la maison. D'autres utilisaient ça jusqu'à je ne sais pas quand. Ici, c'est les 2 interventions dans des blocs
Et plus tard, j'ai fait un second programme, quand celui était fini, plus grand, sur ce jardin dont j'ai parlé avant. Ici est le projet pour les 2 blocs avec le traitement de l'espace intérieur dans 2 cas, bon, et une vue des façades, des coupes avec l'utilisation de la brique, aussi dans quelques parties de briques blancs, et aussi petites pièces de marbre faites par des Portugais bon marché qu'avec difficulté j'ai réussi à introduire. Ici, c'est l'axe portique. Une première échelle protégée et après 4 portes pour les 2 au premier étage et les 2 au second étage. Et c'est ce que j'ai utilisé, mais adapté aux 4 étages. Et ça a été possible parce qu'en Hollande, le règlement pour les échelles était 45 degrés permis. Aujourd'hui, c'est impossible parce que déjà, ça n'existe. Et je pense qu'il était un très bon exercice. Je me rappelle qu'à la maison où on habite, quelqu'un voulait faire un ascenseur sur 3 étages. Et le médecin, quelqu'un a dit non, jamais. Si tu fais ça, tu as perdu l'exercice. Alors, il n'y a pas d'ascenseur, il y a cette échelle pour les 4 étages. Autre. On a fait des maisons avec ces blocs naturels, à l'échelle naturelle, et on a organisé des visites des habitants par groupe, et les responsables du programme, les travailleurs sociaux, les traducteurs, etc. Et par groupe, ils ont visité, il y avait des meubles où ils pouvaient essayer et faire les critiques qu'ils trouvaient nécessaires, et on a changé quelque chose. Mais d'une part, le projet était déjà si travaillé qu'il n'a pas eu de grands problèmes. Ici est l'axe portique en regardant ce qui passe dans la rue. Bon, je passe rapidement parce qu'il y aura un débat, je pense, après. Quelques photos de l'œuvre finie. Le général, comme on voit, ça appartient clairement au quartier, n'a pas devenu exotique, une chose qui pour moi c'est horrible. Si on fait à Haia une ville avec des caractéristiques si claires, il faut faire en hollandais. Si bien que pas exactement. Il y a quelque chose qui reste de nouveau. Quelques parties des murs sont en briques blancs, avec grande discussion, parce qu'ils étaient un peu plus clairs. Alors seulement des petits morceaux ont ce brique. Aussi le dernier étage dans les bâtiments, dans quelques volumes, et dans ce brique blanc. Et dans le coin entre les 2 blocs, j'ai réussi à mettre des pièces en marbre faites par un Portugais qui est allé là, un Portugais, un groupe, et rapidement a coupé à Portugal le marbre, rapidement l'a placé dans le site. Hein? On voit, c'est comme des marques dans le commencement de cette rue qui apporte au centre du quartier.
L'axe politique a été contesté par le département de la ville, d'urbanisme. À la fin, M. Davenstein, ce responsable, a dû apporter au Parlement de la ville et là a été approuvé avec les votes de la droite. Mais c'est comme ça. Non, ce sont des images. L'intérieur du bloc était traité aussi. Il y avait l'obligation de chaque maison devrait avoir une véranda avec 2,40 m de profondité, toujours vers l'intérieur du bloc, pas vers la rue. C'était une obligation de programme. Et c'est fini le travail. Autre. Non, oui. Je ne mérite pas. Bon, c'est que à la fin de ce travail, M. Davenstein m'a demandé de faire une maison dans un nouveau parc, jardin, dans le site, dans le quartier. Et j'ai fait, dans certaines mesures, une petite provocation et réaction, parce que j'ai fait un bâtiment qui fonctionnait comme un tout, une union, et la moitié en brique, la moitié en blanc. Et aussi, le langage est assez différent dans une case et l'autre. Je voulais prouver que l'unité n'est pas un problème de langage ou de matériaux, et un problème de rapport des volumes des maisons, de rapport avec la rue, avec la ville, etc. À nouveau. Bon, une des dernières visites, après fini la construction, c'était le Ramadan. Et j'ai demandé pour visiter une maison d'une famille de cette culture. C'était difficile, j'ai dû faire la diplomatie et tal. Hein? Et à la fin, on m'a consenti d'entrer. Et j'ai vu que dans l'espace, vous voyez les portes glissantes, dans cet espace, la seconde porte glissante, ils ont ouvert la première, mais ils étaient fait l'alimentation avec ces choses spéciales dans le Ramadan, et les femmes m'ont reçu. Et bon, j'étais content parce que j'ai trouvé que cet espace était vraiment utilisé, et même dans un moment sacré. Merci. Merci Alvaro, c'était très intéressant en effet de voir comment des habitudes de discussion avec les populations inventées au moment de la révolution des œillets pouvaient, dans une toute autre situation politique et sociale et administrative, trouver quelques suites. En principe, c'est l'heure où on devait terminer. Je demande à nos amis de la Cité si on peut garder un quart d'heure de plus, peut-être. C'est ça? Pour éventuellement des questions dans la salle, s'il y en avait. Oui, je vous en prie. Une dame là au troisième rang. Oui, aujourd'hui, on parle de l'architecture à une époque des années 70 au Portugal. Donc, je voudrais poser une question au niveau de... Quelle sera là, c'était une époque où les architectes ont une certaine responsabilité vis-à-vis de la société en faisant de l'architecture. Et maintenant, on a complètement dérapé vers le star. Et puis, on fait maintenant de l'architecture complètement d'image irresponsable. Et je voudrais
poser la question aux interlocuteurs de quelle sera la prochaine étape de l'architecture. À vrai dire, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te réponde? Que ça ira de pire en pire? Ils sont en train de comploter là, pour te faire une réponse. Oui, un avenir qu'ils souhaiteraient, tu veux dire, plutôt. Quel avenir d'architecture souhaitez-vous, plutôt que... Voilà. Probablement ne sera tellement différent, au moins sûrement dans mes jours. Mais il n'y a pas seulement Star System, Star Architect, il y a une autre architecture et beaucoup plus pratiquée. Il y a des pays sous-développés où l'architecture avec des architectes presque a commencé hier. Non. Et il y a même dans les autres pays des positions différentes. Ce qui existe aujourd'hui, une quantité de tendances et une plus affirmative point de vue de la surprise, de l'apparition, etc. Mais n'est pas général. Alors, je pense que avec les derniers événements actuels, comme les problèmes venus de l'immigration, qui est peut-être la chose plus importante aujourd'hui, et aussi avec la conscience de que n'est pas fini le problème d'une certaine égalité dans les villes, même développées. Il y a des différences, des déséquilibres énormes que les programmes plus normaux, disons, plus normaux dans le sens comme réponse plus élargie à des problèmes dans une ville, dans un pays, qu'ils vont continuer. Il y a, et c'est vrai, des nouveautés au point de vue de la technologie, mais que ne me semble pas changer beaucoup. Alors je vois plus une continuité dans le chemin de l'architecture et même un retour à certaines préoccupations qui est la nouveauté constante. Et même par un problème de fatigue, la nouveauté constante fatigue beaucoup, n'est pas...